Il est 19h18. Merci d'être resté avec nous pour la partie magazine de ce journal. Et comme chaque jour cette semaine, un nouvel épisode de notre série consacré au destin et à l'œuvre de l'Orléanais Jean Zay, entré récemment au Panthéon avec 3 autres figures de la résistance. Hier, nous avons vu que son œuvre est toujours vivace, notamment ses réformes pour l'éducation. Aujourd'hui, retour sur son engagement antifasciste. Jeune député du Parti radical, puis ministre de Léon Blum, Jean Zay s'élève contre les régimes totalitaires qui émergent en Europe à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Pierre Bouchenon et Pierre-Dominique Lepay. Au sein du Parti radical, Jean Zay représente un courant de gauche qui pousse à l'union dans un front populaire. Réélu député en 1936, il est appelé au gouvernement par Léon Blum. Les congés payés, les 40 heures, la France engrange les réformes sociales. Et tout autour montent les périls fascistes et nazis. En Espagne, à la demande de Franco, Hitler et Mussolini expérimentent les premiers bombardements massifs contre des populations civiles. Il a eu conscience qu'il fallait combattre avec la plus grande fermeté les régimes qui venaient de naître à l'Est, à partir de 1933. Hitler, le fascisme était déjà installé en Italie, et donc très tôt, dès qu'il est député, il va dans ses discours plaider pour la plus grande fermeté. Il va surtout représenter dans sa génération ce basculement qui n'était pas évident entre un pacifisme prioritaire, presque avec une valeur sacrée de la paix, à un engagement antifasciste, y compris en imaginant pouvoir faire la guerre contre l'Allemagne nazie ou contre l'Italie fasciste. Avec un autre jeune radical, Pierre Cotte, Jean Zay poussera à l'intervention, mais n'aura pas gain de cause, ni au sein du gouvernement de Front Populaire, ni dans ceux qui lui succéderont jusqu'en 1939. Par contre, et contrairement aux mensonges de la propagande vichiste, le gouvernement de Front Populaire entame bel et bien le réarmement de la France. Alors que les gouvernements précédents, en particulier de ceux auxquels participait le maréchal Pétain, avaient laissé filer les crédits et n'avaient pas armé la France, lui pense qu'il faut réarmer la France face aux menaces fascistes. Ça, c'est le grand mythe, le Front Populaire n'a pas préparé la guerre. Alors que c'est totalement faux. Le Front Populaire a fait un plan de réarmement de 14 millions, qui l'a d'ailleurs beaucoup gêné dans sa politique sociale, alors que le maréchal Pétain, quand il était ministre de la guerre en 1934, car il a été ministre de la guerre en 1934, il a accepté qu'on coupe dans les crédits de la défense nationale. Le Front Populaire ne tient qu'une année. Jean Zay poursuit son œuvre dans les gouvernements qui lui succèdent. Il est de plus en plus en décalage avec la lâcheté des politiciens qui l'entourent face au péril fasciste. C'est des gens qui sont prêts à faire des concessions à Hitler, et qui d'ailleurs lui font des concessions symboliques indignes d'un pays souverain. Quand Ribbentrop vient à Paris en décembre 1938, Ribbentrop demande aux autorités françaises de lui épargner la présence de juifs au banquet officiel, au repas d'État. Et le gouvernement français accepte. Ce sont des gens qui sont prêts à tout, ou presque tout, pour éviter la guerre. Et ils sont prêts, y compris à la capitulation. Dès le début de la guerre, Jean Zay décide, explique-t-il, de partager le sort de cette jeunesse pour laquelle j'ai travaillé de mon mieux depuis 40 mois, et il démissionne de son poste de ministre pour s'engager sous l'uniforme. En juin 1940, il fait partie de ceux qui, comme De Gaulle, refusent la capitulation et veulent continuer le combat. Redevenu député, il s'embarque à Bordeaux sur le Massilia pour rejoindre le Maroc. Alors sur ce bateau, il y avait d'abord une immense majorité de militaires qui rejoignaient l'Afrique du Nord. Il y avait aussi des hommes politiques auquel on avait donné l'indication que le gouvernement, le président de la République, se repliant en Afrique du Nord, il devait s'y rendre aussi. Par conséquent, j'ai trouvé là un certain nombre de collègues députés qui partaient parce qu'on devait continuer. Nous étions 4 militaires. Jean Zay, Viennot, Wiltzer et moi. Et c'est en mer que nous avons appris que l'armistice avait été demandé et peu après que l'armistice avait été convenu.
se passe entre le 19 et le 20 juin l'intervention extrêmement perverse de Darlan, qui est le maître de la flotte, qui, sur ordre gouvernemental, met le Massilia, le paquebot Massilia, à la disposition du gouvernement pour que le Parlement parte vers le Maroc, mais qui, dans son troisième communiqué, dit « les parlementaires, virgule, qui le désirent, virgule, prendront le Massilia ». Mais c'est plus du tout la même chose. Donc, il transforme un ordre de départ gouvernemental des parlementaires en une fuite. Et à ce moment-là, ce qui est étonnant, c'est comment la campagne de presse est orchestrée. Si bien que quand ils vont débarquer au Maroc, la campagne se déchaîne là aussi. Et moi, je pense souvent à ma mère qui est restée seule à partir du 16 août, puisque lui, il a été transféré en France le 16 août, et qui est restée au Maroc toute seule avec une petite fille enceinte et au milieu de ce déchaînement de haine antisémite. Et ça a dû être quelque chose de très, très difficile. Et c'est là que vous naissez, à Rabat. C'est là que je nais dans des conditions que Mendès France raconte dans Le Chagrin et la Pitié en particulier, puisque justement cette campagne était telle qu'elle a beaucoup de mal à trouver une clinique qui accepte d'accoucher la femme de Jean Zay. Jean Zay est en effet arrêté le 16 août 1940 et transféré en métropole à Clermont-Ferrand. Quatrième et dernier épisode de cette série à suivre demain. Il sera consacré justement à l'incarcération de Jean Zay. Tout de suite, l'information continue avec le journal de la rédaction nationale. Je vous souhaite de passer une très belle soirée avec nous sur France 3. À demain.